je voulais vous présenter le contexte et quelques idées, sans vous dérouler le livre, ce qui serait un petit peu fastidieux pour vous, et vous donner quelques idées qui sont nées il y a un siècle déjà, et qui nous ont conduit aujourd'hui à la fabrication des téléphones portables, des micro-ordinateurs, du GPS et de l'imagerie médicale. Et tous ces appareils ont été conçus, non pas avec un esprit logique, pas du tout. Ils ont été conçus avec ce qu'on appelle une pensée quantique, c'est-à-dire une boîte à outils d'images qu'on utilise à l'occasion pour expliquer les phénomènes. Donc on est dans un conte de fées, dans l'histoire du Petit Prince qui va d'une planète à l'autre et qui constate qu'il y a des choses bizarres qui se passent sur telle ou telle planète. Et pour chaque planète, eh bien, tout se passe comme si on imagine un conte de fées qui va permettre d'expliquer, croit-on, ce qu'on a sous les yeux. Donc voilà le processus qui n'est pas du tout logique. J'ai un phénomène, je ne le comprends pas, j'imagine un conte de fées qui va expliquer le phénomène. Voilà. Alors, vous avez tous constaté que dans vos pensées, vous avez des hésitations, des oscillations. Montaigne disait « l'homme est ondoyant et divers ». Vous hésitez au moment de prendre une décision, aller dans un sens ou le sens opposé carrément. Vous avez des superpositions de sentiments, vous avez des sentiments ambivalents. Vous avez en face d'une personne un sentiment positif et en même temps un sentiment bizarre, négatif. Enfin négatif ou très différent de la première impression que vous aviez. Et vous avez aussi des interférences. C'est-à-dire que vous avez deux messages qui arrivent et vous en créez un troisième. Qui est tout à fait bizarre, qui vient, on ne sait pas trop d'où. C'était Archimède, Eureka, disait-il. Et Eureka, il avait l'image, mais à partir d'éléments qu'il avait observés, qui sont des images aussi. Et la propriété de l'interférence, c'est que les images du départ disparaissent au profit de la nouvelle image. Je vais vous donner tout de suite un exemple. Comme ça va. Vous voyez, voilà une interférence. Vous avez l'impression d'avoir affaire à une spirale. C'est pas du tout une spirale. Vous avez devant vous des cercles concentriques. Et quand vous faites circuler, par exemple ici, un crayon, je me promène le long du cercle. Bon, faut pas que je trompe. Oui, c'est bien celui-là. Oh, ça, c'est bien celui-là, c'est bien celui-là, c'est bien celui-là, et je reviens au point de départ. Même ayant fait des mesures et ayant constaté que ma perception me trompait, je reste convaincu de ce que j'ai vu, de ce que j'ai cru voir. J'ai vu une spirale. Et si j'ai à témoigner devant un tribunal, monsieur le juge, j'ai vu une spirale. Je suis témoin d'une spirale. Et en fait, ce n'est pas du tout une spirale. On verra d'autres exemples. Vous avez aussi des images qui donnent lieu à des phénomènes d'intrication. C'est-à-dire que vous avez des images, au moment de prendre une décision qui dépendent de facteurs multiples, vous avez ces facteurs, ces différents facteurs qui sont eux-mêmes dépendants les uns des autres. Et donc, vous avez une intrication. Alors, vous avez, par exemple, pour vous donner un exemple, je vais vous en montrer un autre, l'exemple d'intrication. C'est ce bel exemple-là du triangle de Canizza. Vous voyez un triangle blanc, sur fond blanc. Bon, vous avez vraiment une vue perçante. Triangle blanc sur fond blanc, vous faites mieux que Malevich.
Et le triangle n'a pas été dessiné. Il est simplement le résultat de ce que vous imaginez, résultat de la position de 3 cercles noirs entamés, 3 camemberts noirs qu'on a entamés. Hein, une boîte de vache qui rit, tu enlèves un morceau de vache qui rit, et tu as 3 cercles. Et alors, ce qu'il y a de plus cocasse, c'est que si j'écarte l'angle des ronds noirs, j'ai un triangle joufflu, que je n'ai toujours pas dessiné. Si je réduis l'angle des ronds noirs, le triangle vient du Sahel, hein, il a souffert de malnutrition. Donc, nous fabriquons des images à longueur de temps. Nous croyons avoir la vérité et nous avons été élevés comme ça. La vérité, je la vois, et ce que je vois, ça correspond au monde physique. Ben, pas du tout. Hein, alors, je fais visiter la cathédrale de Bourges à plein de gens pour leur montrer que les piliers, ils les voient courbes, mais les piliers sont construits droits. Alors ça leur pose des problèmes. Hein. Je peux vous dire qu'il y en a qui freinent sec et qui, de temps en temps, prennent un air égaré pour me dire « Mais monsieur, où voulez-vous nous emmener ?» On est tellement loin de notre culture qui remonte quand même à Rome, aux religions monothéistes, à Descartes par-dessus le marché, et à tous les utilisateurs du pouvoir absolu. C'est Louis XIV qui a imposé la perspective rectiligne, parce qu'il fallait absolument que ce que je vois, ce soit la vérité, et que je le dessine comme ça. Je reviens à la fabrication des images. Donc, on a vu ce qu'était une intrication. Je vous prends des exemples d'élision optique parce que ça peut se montrer. C'est sur une page en 2 dimensions et là, hein, on peut pas tellement argumenter. Hein. Il faut bien constater que nous fabriquons ce que nous voyons. Et ce sont les neurones qui fabriquent ça. Et nous avons des assemblées de neurones qui fabriquent certaines images ou qui participent à la construction des images. Là, les traits virtuels que vous voyez sont les neurones de Peter Hans. On les a appelés comme ça, faut bien, comme disait Brassens, tout le monde ne peut pas s'appeler Dupont. Hein. Et donc là, vous avez ces neurones qui sont des neurones de la zone de la vision, V1. Alors, il y a des neurones qui voient les traits dessinés et des neurones qui voient les traits qui ne sont pas là. Alors ça, c'est très intéressant. Moi, ça m'a beaucoup intéressé parce que pour dessiner des danseurs en train de danser, c'est extrêmement pratique. Vous dessinez quelques points remarquables et le cerveau fait le reste du travail. Donc ça peut être utile hein, dans différents domaines. On a parlé tout à l'heure de l'appareillage médical, ça peut être utile aussi dans le domaine de l'art. Alors comme autre propriété de ces images, nous avons un grand principe qui est celui de l'incertitude. On est dans un monde d'incertitude, rien n'est défini. À un moment donné, toute chose dépend de variables complémentaires. Ça, c'est l'idée d'Heisenberg. Et bon, vous avez vous-même expérimenté que lorsque vous conduisez une voiture, vous êtes le long d'une route, si vous voulez évaluer la vitesse de la voiture, il vous faut un certain temps. Maintenant, vous ne savez pas où elle est exactement pendant ce temps-là. Il faut choisir entre calculer sa vitesse ou repérer sa position. On est dans l'incertitude. Bon. Et cette incertitude, elle est le propre du mouvement. Ici, vous avez alors, je ne sais pas si c'est très visible là-dessus. Ce tableau existe dans la cave du Petit Palais. C'est un tableau dessiné par Isa Lievian. Et quand on regarde
suffisamment longtemps, on voit des vapeurs circuler de plus en plus vite à l'intérieur des anneaux. Alors vous tapez Internet, ISIA, I-S-I-A, Lévian, L-E-V-I-A-N-T, et vous tombez sur l'image qui s'appelle Enigma. Et là, vous êtes pris par les yeux du fakir dans l'oreille cassée, hein, qui vous... Voilà. Chacun a ses références littéraires. Mais c'est dire que c'est notre vie quotidienne. Donc il y a l'incertitude, et puis il y a l'ubiquité, c'est-à-dire que à un moment donné, c'est ce que Lacan disait, je suis ou je ne pense pas, je pense ou je ne suis pas. Bon, on ne sait pas toujours à quel endroit a lieu l'énoncé qu'on prononce. Alors, qu'est-ce que c'est que tous ces phénomènes d'images qui sont fabriqués par notre cerveau? D'où viennent-ils? Et ils sont d'utilité générale, bien commune, puisqu'on a parlé de physique, on a parlé d'illusion d'optique. On a de multiples exemples en art, parce que l'art, c'est le domaine de l'illusion. On est dans le monde représenté, qui n'est pas le monde physique. On représente le monde physique, ce qui n'est pas le monde physique. Ceci n'est pas une pipe. Hein. Le tableau d'une pipe n'est pas une pipe. Bon. Et puis il y a ce que je perçois, qui est encore autre chose. Donc il y a trois mondes. Il y a le monde physique, le monde perçu et le monde représenté. La vérité est une notion métaphysique, qui n'est pas physique. Sur Terre, on a affaire à des réalités. Et à tel point que c'est pour ça que, parce qu'il y a aussi le domaine des mythologies ou des religions, que les pères de l'Église ont inventé la Sainte Trinité. Hein, parce qu'il fallait en sortir, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Il y avait trois entités pour expliquer la même chose. Hein, on avait déjà dépassé le stade du biora, là on était toujours dans le monothéisme, mais en expliquant, en détriplant la personnalité divine, en essayant de comprendre ça. Et j'en viens à la deuxième idée fondamentale. La première, donc, est que nous fabriquons des images. Ces images ne correspondent pas à la réalité physique, loin s'en faut. Ou si ça arrive, c'est rarement. Mais on vit avec ça. Et c'est très intéressant. C'est très riche. C'est très riche parce que ça permet de survivre. Ça nous permet de survivre. Je vais vous donner un autre exemple. L'illusion de Titchener. Vous voyez, il y a deux ronds entourés soit de grands ronds, soit de petits ronds. Le rond central qui est sur votre droite vous semble plus grand que le rond central qui est sur votre gauche. Bon, ils sont la même dimension. Vous pouvez prendre un double décimètre, mesurer, et vous verrez que y en a un qui fait 20% de plus que l'autre. Et alors, si vous faites des ronds très grands, et puis ici des petits ronds périphériques très petits, alors là, vous avez l'impression que ce rond-là est 4 fois plus grand que le petit qui est à droite. Bon. Alors, je vais quand même vous le démontrer tout de suite. J'ai mis sur un calque la même figure, et je vais superposer les deux ronds centraux. Voilà, ils sont superposés.
Ok. Et ces deux ronds centraux sont maintenant égaux. Parce que la figure environnante des deux ronds centraux est la même maintenant. J'enlève, hop, ils n'ont plus la même dimension. Parce que votre cerveau compare sans arrêt, sans arrêt. Sans arrêt, et il simplifie. Je prends un exemple. Vous avez une tache orange et une tache verte. Si vous les mettez côte à côte, la tache orange devient rouge, en tout cas plus rouge, et la tache verte devient bleue, en tout cas plus bleue. Le cerveau a éliminé le jaune. Il a dit, qu'est-ce qu'il y a de différent? Ah, il y en a un qui est plus bleu, l'autre qui est plus rouge. Et il accentue. Qu'est-ce qui se passe dans le cas des figures de Canizza? Il complète une figure. Pourquoi complète-t-il une figure, le cerveau? Parce que notre œil n'est pas un appareil de photo, notre cerveau n'est pas une photothèque qui permet de ranger des photos et de les ressortir. Quand on range une photo dans le cerveau et qu'on la ressort, c'est plus la même photo. Et l'œil, c'est un appareil que, si on voulait me vendre ça, je ne l'achèterais pas comme appareil de photo, hein, parce qu'il a des saccades pour ne pas saturer les bâtonnets et les cônes. Il vibre, il a une tâche aveugle, pas très pratique, hein. Mais l'œil envoie au cerveau non pas des informations analogiques, mais numériques. C'est-à-dire que si vous passez progressivement du bleu au rouge, vous allez avoir un dégradé, et les signaux électriques qui vont aller de l'œil au cerveau ne sont pas continus, progressifs. Vous allez avoir des 0 et des 1. C'est l'informatique avant l'heure. L'œil envoie de l'information numérisée. Et le cerveau, lui, reçoit des informations. Il a des fibres qui viennent de l'œil. Bon. Mais il a des fibres qui viennent aussi d'ailleurs, qui viennent de la zone du mouvement, qui viennent des mains, du nez, de la mémoire. Et il faut savoir que 80% des fibres qui arrivent dans la zone de la vision ne viennent pas de l'œil. Ceci explique cela. Bon. Alors on est dans un monde très éloigné de M. René Descartes, très éloigné de celui de M. René Descartes. Mais ça fait un siècle qu'on travaille là-dessus, et qui nous a permis de fabriquer les téléphones portables. Voilà. Alors pourquoi est-ce qu'on bénéficie de ces propriétés que je vous disais? Voilà des superpositions. Voilà une superposition. Voilà une oscillation. Vous pouvez voir soit des visages, soit un vase. Bon, nous avons vu l'interférence, l'intrication, l'incertitude. Bon. Il semble que cela est dû à la nature de nos images. Nous avons un flux d'images, et ce flux d'images, c'est un flux de paquets d'informations. Les Lyonnais diraient des pochons. Un paquet, un pochon d'informations, qui a un pochon d'énergie, qui arrive dans notre boîte aux lettres à l'occasion. Quand le facteur passe, ou quand un ami passe mettre la lettre, ou comme... On a un flux aléatoire de paquets d'informations, ou de paquets d'énergie. Bon. Et si je parle de flux aléatoire de paquets d'énergie, ça peut être un électron, ça peut être un photon, c'est-à-dire une unité de lumière,
une unité énergétique lumineuse, et on connaît bien les propriétés de ces flux aléatoires énergétiques en mécanique quantique ondulatoire. Ça fait un siècle qu'on les étudie. Quels sont-ils? Eh bien, ils sont l'oscillation, la superposition, l'interférence, bravo, l'intrication, l'incertitude. Voilà. J'essaie donc de faire descendre du piédestal des notions qu'on utilise couramment sans le savoir, forcément. Mais quand on vit tous les jours, on ne suit pas un chemin logique, on prend des décisions, on dit au pif. Ah oui, ben, c'est les neurones excités par l'environnement qui produisent des images aléatoires. Et ces images, ces trains d'images, enfin ces flux aléatoires d'images, un train ça voudrait dire que ce soit déjà organisé plus ou moins, ont ces propriétés. Alors, dans le livre, ce sont les idées fondamentales. Dans le livre, je fais une description de ces phénomènes, oscillation, superposition, etc., dans différentes branches de nos connaissances, qui sont l'art, la sociologie, la physique, les sciences de la vie, les mythologies, et puis je vais en oublier encore deux, mais on pourrait décliner... Hein? Psycho et socio. Psycho et socio. Merci. Quelques heures d'avance. Et on pourrait le décliner davantage. Je suppose que Jean pourrait décliner en maths peut-être ce genre de choses, ou notre historienne aussi, enfin chacun dans son métier peut en adoptant ce type d'approche, peut-être trouver quelque chose qui résonne de la même façon. Voilà, alors, notre pensée, elle est faite de deux façons de travailler. Une façon logique, rationnelle, et une façon sensible. Et une façon sensible, c'est-à-dire irrationnel, enfin avec un environnement qui, par le truchement de notre capteur sensible, sollicite des neurones qui fabriquent des images. Et là, on est dans un monde aléatoire. On n'est pas du tout dans le monde logique de Descartes où tout est défini, une cause donne un effet. Non, on n'est plus du tout dans ce scénario, une cause donne un effet. Et c'est la combinaison de ces deux pensées qui nous a permis de faire les progrès. Parce qu'une fois qu'on a l'idée géniale comme Archimède, on dit « Oh, ça y est, je vois ». Je prends le cas de la mise en place du chemin de fer. Le chemin de fer, ça a été inventé comment? Par les gars qui étaient dans la mine, qui tiraient des petits chariots pour faire remonter le minerai. Et puis un jour, il y en a un qui a dit, qui a eu la folie des grandeurs, il a dit « Mais on pourrait faire ça à l'échelle du pays. » Voilà. Et toute la pensée donc sensible qui conduit à des intuitions a eu besoin d'être prise en relais par la pensée rationnelle qui a conduit à une série de conclusions qui permettaient de savoir comment fabriquer les rails. Il fallait construire des usines sidérurgiques, il fallait trouver la qualité de l'acier, il fallait des équipes, des chantiers pour emmener les rails de Paris à Marseille ou de New York à Los Angeles. Et c'est la complémentarité de ces deux façons d'appréhender les choses, d'appréhender la réalité, qui a permis la production de cette marée de produits nouveaux dont nous disposons aujourd'hui. Et sans cette merveilleuse pensée quantique, qui est notre pensée de tous les jours, eh ben, on n'y serait pas arrivé, on n'aurait jamais eu l'idée d'oser inventer de telles choses.